Ah, la romance. Un genre moqué, méprisé, et pourtant pratiqué, même au plus haut sommet de l'État. Je t'ai déjà saoulé. Tu t'es déjà dit, ah non, ça y est, elle recommence. Nos chers politiciens adorent publier des livres, et ce, depuis très longtemps. Il faut dire que Churchill a obtenu le prix Nobel de littérature pour ses mémoires. Ce genre de reconnaissance intemporelle a de quoi faire tourner les têtes et faire des envieux. Au-delà des mémoires et des essais, certaines se prêtent à l'exercice de romans, de romances, de romances érotiques, de romances fanfiction semi-érotiques. Quand je pense à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, né en 1926 et décédé en 2020, j'ai du mal à l'imaginer écrivant des romances. Il est vrai que je ne l'ai connu presque qu'en tant qu'homme grabataire, donc ça n'aide pas dans la projection, dans l'imagination. Et pourtant, dès 1994, il a publié Le Passage, un roman centré sur une histoire d'amour passionnel entre un notaire qui part faire de la chasse et une autostoppeuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, une jeune fille. Et il a récidivé avec La Princesse et le Président, publié en 2009. Il s'agit de l'histoire d'amour entre un président de la République française, Henri, et une princesse royale britannique, Patricia. Patricia. Une femme blonde, isolée au sein de la famille royale, mais adorée du peuple, qui a à cœur de nombreuses missions humanitaires, comme le travail des enfants, mais aussi combattre le sida, qui s'est séparée de son mari infidèle et qui a 2 jeunes enfants. On dirait presque que c'est inspiré d'une vraie personne, mais le nom m'échappe. Et oui, ce bon vieux Giscard a écrit et fait publier une fanfiction sur lui et la princesse Diana. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Vous connaissez mon esprit de dévouement et de sacrifice pour cette chaîne. Bien sûr qu'il me fallait le lire. Ah bah je suis ravie! À l'occasion des daubes de l'été, dont c'est la 2e et dernière vidéo, je lance les tout premiers goodies Qu'est-ce qu'on lit? Ils sont en vente pour une durée et une quantité limitée. Avec l'illustratrice Irina Yerukson qui a fait l'ensemble des illustrations pour les objets, nous avions à cœur de vous proposer des beaux objets et des illustrations aussi originales qui vous rappellent l'été, mais aussi des petits clins d'œil à cette chaîne, comme ce porte-clés toilette. Bon, au final, ce ne sera pas celui-ci, mais il sera en métal pour que ce soit encore plus joli, tout étant précommande. Donc si vous voulez soutenir la chaîne et que ces objets à la vente vous plaisent, allez visiter la boutique. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que les frais d'envoi pour hors de la France étaient absolument prohibitifs. Donc j'ai mis à jour. Loin de moi l'idée de vous arnaquer. Je regarderai aussi toutes les commandes. Si jamais vous avez payé ces frais de port-là, je vous contacterai, je vous rembourserai et vous paierez que l'envoi réel, quoi. Vraiment, merci beaucoup à toutes les personnes qui passent commande. Vraiment, ça a l'air anodin, mais même commander un sticker, ça m'aide. Et bah, j'ai des stocks, donc s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai trop peur de me retrouver avec 200 porte-clés toilettes. Le président de la République française, Jacques-Henri Lamberty, est au téléphone. Il est assis à son bureau, une table en acajou avec sur les côtés des médaillons de bronze dorés. Son buste est penché vers l'avant et il parle, les bras appuyés sur les coudes, les 2 mains plaquées sur les oreilles, y compris celle qui tient le combiné. Je suis paniquée. Je me trouve empêtrée dans les rideaux de velours beige qui séparent la double porte du secrétariat et celle du bureau du président pour étouffer les bruits. J'avais frappé avant d'entrer, sans doute trop faiblement, mais j'étais gênée par le dossier que je tenais sous le bras. Mais moi, je l'ai entendu. Et je sais que le président Lamberty est amoureux et que son amour est de langue anglaise. Dans La Princesse et le Président, nous avons non pas un, mais 2 narrateurs. Le premier est Anne de Nîmes, la chargée de relations presse étrangères pour le président, surtout a priori des journaux anglo-saxons. Elle se considère comme témoin privilégié de l'histoire d'amour du président Henri, donc elle va l'écrire, mais lui aussi va écrire des chapitres entiers au jeu. Anne est un personnage et un narrateur proche de l'inutilité chronique. Mais vous verrez à la fin le pourquoi de ce choix par Valerie. Voilà, déjà un premier aperçu.
Je mesure 1,78 m. J'ai des cheveux blonds dorés, coupés plutôt courts. Je préfère porter des jupes plutôt que des pantalons, car je crois que mes jambes sont intéressantes. J'aurais aimé qu'il s'intéressât à moi comme femme, qu'il me manifeste une curiosité, presque un désir. J'ai 28 ans et ma silhouette est assez bien tournée. Il me semble que j'en vaux la peine. Évidemment, les autres femmes sont jalouses, car c'est bien connu. Les femmes sont naturellement des rivales pour l'attention des hommes. Mes collègues féminines du secrétariat de l'Élysée ont perçu cet attrait, et ils les agacent, car elles y voient une manœuvre pour consolider mon influence. Mon influence n'est nullement menacée, en tout cas pas par le savoir linguistique de mes rivales. C'est tout simplement que j'ai un point chaud pour lui dans le cœur. Ce point chaud dans le cœur, C'est donc le big boss, Jacques-Henri Lamberty. Henri, Henri ou Riri, comme nous allons l'appeler ici. Il a perdu sa femme il y a 4 ans, foudroyée par un cancer. Bien pratique, la femme tragique décédée qui permet de laisser le champ libre à son personnage. On sait que dans la vraie vie, Giscard était un grand infidèle. Il aurait même eu un enfant d'une autre femme, et sa femme, Anémone, qui détestait la vie publique et l'humiliation des infidélités de son mari, a supporté stoïquement tout ça et n'a laissé échapper qu'une seule fois son agacement envers son mari. Team Anémone, hein, moi j'aurais pas eu sa patience. Je suis tombée sur ce critique du Passage, le premier roman de Giscard, qui dit ceci. Le style, étrangement, est un style assez lapidaire, très, très, très formulaire, des phrases courtes, et qui m'évoque assez le nouveau roman, étrangement. C'est-à-dire que l'influence de Rob Grillet et de Marguerite Duras sur le style 5e République me semble confirmée par le roman de Valéry Giscard d'Estaing. Il ne faut pas dire n'importe quoi, monsieur. Le style de Giscard est empoulé, pompeux. Il écrit sa fanfiction comme quelqu'un qui n'aurait jamais lu de roman de sa vie, mais qui en a une vague idée très scolaire. On a droit à chaque fois aux détails minutieux des tenues de chaque personnage, à leur description physique digne d'un exercice d'écriture de collège. Et sans me moquer des collégiens, on est tous passés par là. Revenons à Henri Rie qui nous raconte qu'il a aperçu la princesse de Cardiff au palais de Buckingham pour la première fois. C'était passionnant. Non. En tout cas, Henri Rie, aujourd'hui, dans le temps du récit, il est à Londres pour le G7 et vite, on est dans l'action. Le carton d'invitation précisait 20h et indiquait comme tenue robe longue et cravate noire, ce qui signifiait que je devais porter un smoking. Je suis passée en courant par la résidence de l'ambassadeur pour me changer. Et nous voici au palais. Fast and Furious, c'est tout mou, à côté de ce livre trépidant. Si vous aimez les détails minutieux sur les protocoles étatiques, vous serez au 7e ciel. J'étais assis à la droite de la reine, non sans quelque embarras. Le président Hopkins est mon aîné, et son pays, quoi que nous en pensions, est plus important que le nôtre. Mais le protocole dicte ses règles. Il vous place selon l'ancienneté de la fonction. Or, j'avais été élu avant lui. Henri Rie, pour le dîner, est assis à côté de la princesse de Cardiff. On apprend qu'elle parle assez mal français, et lui parle très mal anglais. Ces différences vont-elles les empêcher de s'aimer ? On est au bord de notre siège, tant c'est haletant. En regardant son cou, tel un creepy dude, il pense à Julien Sorel, qui admirait le bras de Madame de Rênal. La princesse Patricia lui fait la morale, car les pays du G7 décident pour les autres, et lui, il est nul. Il répond pas. Leurs bras s'effleurent. Oh, les coquinous. Et ça se termine sur la princesse qui dit à Henri Rie de revenir à Londres, car il y a plein de gens intéressants. Ça sent le faisant, cette histoire. Nous sommes maintenant avec Anne dans le cabinet du président, où se prépare la commémoration du 6 juin, le débarquement. Une rumeur dit que la reine d'Angleterre ne pourrait pas y assister et enverrait Princess Pat-Pat à la rescousse. Ah oui, il faut bien que l'histoire avance. La cérémonie a lieu sur de longues et longues pages et je n'ai rien à dire là-dessus. Toutes les sommités qui étaient présentes rentrent en train à Paris. Surprise, c'est bien Princess Pat-Pat qui est venue. Ils discutent, sauf Henri Rie. Je me rends compte
que je n'entends plus distinctement les mots qui s'échangent et que je suis seulement conscient de la présence de Patricia à mes côtés. De toute façon, il comprend R car il ne parle pas anglais. Mais ça ne l'empêche pas d'être actif d'une autre manière. La situation ici est inverse, puisque c'est moi qui m'empare de la main de Patricia sans qu'elle se dérobe. Dans ces quelques secondes, arrachées à l'éternité, mon enchantement a été de ne pas sentir cette main se dégager, s'éloigner, mais au contraire, rester immobile, consentante sous sa peau tiède, comme une acceptation de ma caresse. Mais quel coquinou! Surtout qu'il va remettre ça une deuxième fois. J'ai été pris d'une envie irrésistible, mais stupide, dangereuse et indiscrète à la fois, de refaire mon geste pour voir s'il recevait une confirmation. Ma main a recherché celle de la princesse. Elle l'a retrouvée, posée à plat, un peu au-dessus de son genou, et elles se sont enlacées dans une caresse lente, sans violence ni conquête, où je sentais le contact de sa paume et de ses doigts. Au moment de se dire au revoir, elle lui dit « Je crois que vous venez au repas qui est organisé demain par l'ambassadeur anglo-saxon. Super, on va se revoir. » Avant d'aller plus loin, oui, c'est une fanfiction et oui, les deux personnages sont adultes dans le livre et se sont connus adultes dans la vraie vie. Mais Giscard et Lady Di avaient 35 ans d'écart. Le jour où ils se sont rencontrés, lui, président en fonction, avait 68 ans et elle 33 ans. Trouve quelqu'un de ton âge ou au moins pas quelqu'un qui a 35 ans de moins que toi. Attention, accrochez vos ceintures, ça va décoiffer. Enfin, autant que certains ici peuvent être décoiffés. Lol. C'est l'heure de ce fameux repas dans la résidence de l'ambassadeur anglais en France. Wouhou! C'est la princesse qui a choisi les invités, pour la plupart des spécialistes ou des engagés auprès des malades du sida. Son autre combat, dont elle parle aussi, c'est le travail des enfants, enfin la lutte contre le travail des enfants. Et lui, voici ce qu'il répond. Nous nous en occupons effectivement, lui dis-je, mais le problème est malheureusement compliqué. Un homme plein de valeurs humanistes. À la fin du repas, la princesse lui demande de venir prendre le café avec elle en tête-à-tête. Elle lui dit qu'elle le trouve particulièrement fermé. C'est vrai qu'il ne dit rien. Hier, j'ai bien aimé votre geste quand vous avez posé votre main sur la mienne dans le train. Je vous ai laissé faire. Qu'est-ce que ce geste voulait dire ? Que je vous trouvais belle ou plutôt attachante, émouvante? Je ne suis pas sûre de bien choisir mes adjectifs en anglais. Vous ne les choisissez pas mal, réplique-t-elle. Mais si vous me trouvez attachante, comment allez-vous vous attacher? Voilà comment on drague dans le monde de VGE. Leur entrevue se termine et Pat partage notre sentiment. Elle trouve qu'ils ne se disent pas grand-chose, mais par un saut logique fictionnellement nécessaire, elle l'invite à revenir la voir au palais de Kensington. Je commence à avancer le bras pour le plus banal des adieux. Elle prend mon visage entre ses deux mains. Je sens ses lèvres se poser sur ma joue et murmurer quelque chose comme « au revoir » en français, puis glisser et encore glisser, jusqu'à ce que la moitié droite de sa lèvre atteigne, effleure et caresse la moitié gauche de la mienne. Si avec ça vous n'avez pas des frissons, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Henri Ries se moque de la manière de parler de l'ambassadeur français en Angleterre, mais je crois que l'ironie lui échappe. Que tout cela est pompeusement dit. L'air estival est rempli d'effluves de sève chauve et de parfums de fleurs. Au-delà de l'hélicoptère, j'aperçois les toits du palais de Kensington. Voilà 3 semaines que je n'ai vu Patricia, et tout à coup, je grille d'impatience de la retrouver. On apprend aussi, sans qu'on sache vraiment quand se déroule le livre, que le tunnel sous la Manche est en construction, l'euro non plus n'existe pas encore, tout est encore à l'état de discussion. Et en lisant ça, je me suis dit, ça paraît vraiment être un autre monde. Et puis je me suis rappelé que moi aussi, quand je suis née, il y avait encore le franc. Ça file un coup de vieux. Riri et Pat prennent le café chez elle. Il ne dit que des platitudes, comme d'habitude. Et elle lui partage son mal-être. Elle décide de lui ouvrir son cœur et son âme. Elle lui dit que tout est décidé pour elle, qu'elle n'a aucune autonomie. Elle est isolée dans la famille royale. Ses enfants sont partis en pension alors qu'elle ne le voulait pas. En fait, elle explique sa personnalité. Ce qui est assez chouette, du coup, pour Giscard, comme ça, il n'a pas besoin de l'écrire. Et ce qui complique le tout,
C'est que j'ai besoin de sentir que l'on m'aime. Vous me comprenez? Pas vraiment. Que voulez-vous dire par le besoin d'être aimé? Un besoin d'affection, un besoin d'amour? Le désir de faire l'amour? Elle lui prend la main et elle lui dit qu'elle pense souvent au trajet en Normandie. Elle lui dit aussi qu'elle va passer quelque temps dans le Midi en France et donc l'invite à lui rendre visite. C'est incroyable comme les actions sont trépidantes. On ne sait vraiment plus où donner de la tête. Et alors que dans mes notes, j'avais noté sobrement « Il se passe R », on a droit à la réplique qui, je l'espère, sera retenue dans l'histoire littéraire de Giscard. Je l'entends encore le dire en anglais. Ce n'est pas ma mémoire qui me le rappelle, c'est sa voix. I wish that you loved me. Dites ça à votre crush la prochaine fois. I wish that you loved me. Et dites-moi comment ça s'est passé. Et puis ils s'embrassent. J'ai dû rater des pages de développement, mais non, c'est comme ça que ça se passe. Elle s'avance et je passe mes bras autour de ses épaules. Sa robe s'arrête à mi-dos. Mes mains la caressent et l'appuient contre moi. Elle se laisse faire et même je la sens s'assouplir à cet enlacement. Mes deux mains saisissent sa taille et je peux sentir sous l'étoffe le départ incurvé de ses hanches. Après plusieurs minutes, presque à bout de souffle, nous nous sommes détachés l'un de l'autre. Le président demande à Anne d'être présente quand il va à Antibes, justement pour voir Lady Pat-Pat. J'imagine qu'il fallait bien justifier l'existence de ce personnage. Il y a plein de journalistes devant la maison en question quand ils arrivent, car tout le monde sait qu'il y a Princesse Pat-Pat là-bas, et tout le monde, journalistes, badauds, ils souhaitent tous avoir un aperçu de cette princesse. Une fois dans cette maison, Giscard nous décrit toutes les pièces de la maison. Et il nous dit même qu'il pense que le mobilier est loué. Quand je vous dis que c'est fastidieux comme lecture, c'est que lire tous les CERFA de l'administration française par ordre alphabétique me semble plus divertissant que ces descriptions. Ils déjeunent tous ensemble, super, et après, Pat-Pat engueule Henri, pour le coup normal, on est avec toi. Je voulais vous demander si vous allez vous satisfaire longtemps de cette relation insipide pour étudiants débutants, et de votre habitude de parler pour ne rien dire. Je vous ai demandé de m'aimer. Ce n'était pas facile pour moi, je ne le dis pas tous les jours. Et je pensais que vous étiez un adulte. J'imaginais qu'un président de la République, même en France, était un adulte. Au lieu de cela, tout ce que vous m'offrez, ce sont des enfantillages. Et Henri se dit « Elle a raison, je suis un peu nulle quand même. » C'est Patricia qui a raison. Tout ceci tourne à l'enfantillage, à un échange codé et très superficiel. Mais elle se trompe sur un point. Sous l'apparence de ces minces échanges, je ressens comme le bouillonnement d'un torrent soudain incandescent, un besoin aigu, une soif d'être et de m'exprimer qui remonte dans ma gorge et qui en force les parois, jusqu'à éclater en quelques mots. Ingrid, est-ce que tu baises? Je vous aime, Patricia, lui dis-je. Je vais m'occuper de tout cela. Et paf, Ulsum. Zéro développement, zéro tension, rien. Fin du chapitre, ils se disent qu'ils vont se revoir. Mais vivement. Giscard était connu pour son amour de la chasse. Sa précédente romance, Le Passage, mettait en scène un notaire qui part pour une chasse et rencontre sur le chemin une jeune fille autostoppeuse. On dirait le début d'un livre sur un serial killer, mais non, dans l'esprit de Giscard, ce sont les conditions délicieuses pour trouver l'amour. Donc Henri a organisé une chasse à Rambouillet avec tous ses copinous et c'est l'occasion pour nous de découvrir vraiment toutes les mondanités possibles et imaginables, des déjeuners, une chasse. Il ne manque que le match de polo et ce serait parfait. Après le goûter, tout le monde s'en va. Ne reste qu'Henri et Lady Pat-Patrouille. On a droit encore à une nouvelle version du sempiternel discours de Pat-Pat pendant qu'Henri est là et ne dit rien, un homme vraiment inspirant. Et surtout, comme je vous l'ai dit, j'ai besoin qu'on m'aide, pas d'eau tiède, qu'on m'aime vraiment, comme une algue agrippée à son rocher. Et là, Pat-Pat lui dit « c'est bien tout ça, mais moi j'aimerais qu'on ait entre nous un amour inconditionnel. » Ce à quoi Henri répond « je sais pas. » Elle lui parle alors de ses amants et pendant qu'elle parle, il regarde le mobilier. Il se dit que vraiment, les meubles dans cette pièce sont très très beaux. Il se met au lit et pour se détendre, il lit une biographie de Churchill. Il va dire bonsoir à Pat-Pat. Elle a posé son livre et elle fait un signe de la main pour me montrer la place vide à côté d'elle. Je n'en dirai pas plus. Je ne livrerai aucun détail, ni combien,
ni comment. D'ailleurs, je ne saurais pas le faire. Donc maintenant, Pat lui dit « Je vais partir en voyage en Afrique, voici mon numéro de ligne direct. » Et là, ils se disent qu'ils s'aiment et elle lui dit « J'aime que tu m'aimes. » Trop d'émotions pour moi là. Je n'ai pas vu venir la tornade. Elle m'a saisie par surprise vers 10h moins le quart à mon bureau. Je peux vous prévenir tout de suite que malgré le titre apocalyptique de ce chapitre, la tornade en question n'est qu'une légère brise de fin d'été. Oui, je suspecte maintenant Monsieur Valéry Giscard d'Estaing d'avoir été en réalité un sacré Dharma Queen. Anne apprend que les journaux anglais disent que le président et la princesse ont fricoté ensemble à Rambouillet. C'est ça la tornade. Aussi, sachez que ce livre est une fanfiction géographique de tous les endroits du pouvoir. Si vous voulez réduire votre propre consommation de somnifères, vous pouvez facilement les remplacer par ce livre. Attention, ceci n'est pas un conseil médical. Le président demande à Anne si on peut mettre à disposition le domaine de Courbon, à la disposition de pas de patrouillage. Il raconte l'histoire du domaine, page 118, car apparemment c'est ça une fanfiction quand on est vieux. On raconte l'histoire des bâtiments et on s'extasie devant le mobilier. J'ai pas hâte. Autant je pense qu'il faut attendre de passer la trentaine avant d'essayer ou de publier son premier livre, autant peut-être qu'il y a un âge aussi limite. Oh, je suis méchante. C'est ici que j'ai besoin de votre participation, continue le président. La princesse arrivera dans un avion privé, vous iriez l'attendre avec une voiture de sécurité de l'Élysée et vous l'accueilleriez directement à sa descente d'avion. Puis vous la conduiriez jusqu'au domaine. Elle vous indiquera quand elle souhaitera que vous reveniez la chercher. Non mais il abuse de fou. C'est pas du tout le travail d'Anne quand même. Voilà pourquoi les fanfictions dans ces circonstances-là, ça ne marche pas. C'est ça le plus grand obstacle à leur amour que Valéry peut imaginer. Résolu en 2 secondes grâce à l'arsenal étatique aux frais du contribuable. Rends les diamants, Giscard, rends les diamants. Non, on n'a pas oublié. Mais l'idylle aurait tourné au vinaigre pour les tourtereaux. Il parlait en anglais. J'ai saisi quelques mots. Non, je ne reviendrai plus, disait Patricia. J'en ai assez de me cacher. Et puis, c'est toujours la même chose. Princesse Pat s'est-elle enfin rendu compte qu'Henri est chiant comme un pavé? Qu'un blob a plus de personnalité que lui? Nous ne sommes qu'à la moitié du livre, malheureusement. Tout peut encore arriver, tout. Qu'est-ce que je fais ici? Tout cela n'a aucun sens. Et c'est pire pour Patricia. La vérité est que je ne lui apporte rien, que les élans d'une aventure. Oui, des élans passionnés, mais qui, une fois retombés, ne laissent de place qu'à la solitude. Au moins, même s'il s'auto-apitoie, il est un petit peu lucide sur lui-même. Ce qui est vraiment bizarre avec tout ça, et ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi Patricia a encore envie de passer du temps avec Riri. Il y a 0 alchimie entre eux. Mais bien sûr, Giscard sait se faire comprendre à demi-mot. Ne soyez pas stupide, Henri. J'aime faire l'amour avec vous, et je prends beaucoup de plaisir à vos initiatives. Nous voilà au salon du livre et... Henri est victime d'une tentative d'assassinat. Oh my God! Il faut savoir que Giscard voulait être le JFK français. Bon, pas tant sur le côté assassiné, mais plutôt aimé de tout le monde, jeune et beau, celui qui inspirait espoir et renouveau. L'ego quand même. Hein. En attendant, dans notre histoire, super, car rien de tel qu'une petite tentative d'assassinat pour raviver la flamme. Quand il se réveille, il y a 2 médecins qui sont là pour lui. Il y a un gars, mais Osef, c'est pas lui qui nous intéresse. C'est la médecin militaire qui s'appelle Dominique Pietrini. Et Henri, n'ayant rien d'autre à faire, se met à en pincer pour elle. Enfin, pour ses jambes. Giscard a vraiment un truc avec les jambes. Ses jambes sont bien dessinées et diffusent une sensation de vigueur, comme celle d'une athlète au repos. Mon imagination s'envole en direction de la statuaire grecque. Oui,
C'est une beauté méditerranéenne forte. Patricia, elle, appelle tous les jours et enfin, elle peut lui rendre visite. Elle est remarquable, votre infirmière, me dit-elle. Le docteur Pietrini n'est pas une infirmière, mais un médecin. Non mais oh, vous voyez, vous la défendez déjà. J'espère que vous n'en êtes pas amoureux. J'ai lu quelque part que les grands blessés tombaient souvent amoureux de leur infirmière. Donc Pat est une grande jalouse. Alors qu'il vient de survivre à une tentative d'assassinat, sa première pensée, c'est que la docteure Pietrini est séduisante. Et elle se réjouit qu'il soit reclus dans son lit pour ne pas pouvoir la tromper. Le mot « amoureux » m'a fait sentir la piqûre d'une aiguille au voisinage du cœur. Serais-je amoureux de Dominique ? On apprend aussi que l'homme qui a tenté de le tuer est un indépendantiste du Kosovo. C'est mis là comme si c'était important, mais ça n'a aucun intérêt ni avant ni après. Ça pourrait être honnêtement un chien tueur à gages que ce serait traité pareil. Leur plan, c'est un livre de plans, de discussions sur les plans avant et après. Le plan, cette fois, c'est que Patricia s'installe donc dans un appartement qui donne sur le parc Monceau. Et ces petits malins, ils ont loué celui d'en face, enfin sur le palier en face, pour Henri. Quand je dis ils ont loué un appartement, c'est qu'on leur prête un appartement pour plusieurs années. Mais où est-ce qu'on trouve ces gens qui prêtent des appartements ? Anne, vous vous souvenez d'Anne ? C'est normal. Moi aussi, je l'avais oublié. Elle a accompagné une journaliste de Paris Match qui est venue faire des photos dans l'appartement de Lady Pat. Henri quitte l'hôpital et il se dit « C'était pas mal d'avoir failli mourir pour pouvoir me reposer un petit peu. » Note à vous, chère YouTuberie, si vous avez des pensées comme ça, c'est un signe majeur de burn-out. N'attendez pas que votre cerveau se brise. Ça met du temps à se remettre, vraiment. Bon, en tout cas, le président Henri dit au revoir à tout le monde à l'hôpital et il se met à regretter parce qu'il ne va plus voir Dominique. Peut-être parce que ce personnage s'appelle Dominique, mais j'ai du mal à l'imaginer autrement que comme une femme de 70-80 ans. C'est comme Princesse Patricia, en fait, j'y arrive pas. C'est comme si l'image des Patricia que je connais dans ma vie réelle se fusionne en un semblant de Lady Diana de plus de 60 ans, mais en même temps je me dis c'est sans doute pas ce que Giscard avait en tête pour son personnage. C'est un petit peu perturbant. Henri s'installe dans son appartement, maintenant on est un peu dans Friends, il est quasiment coloc de Lady Pat. Et aussi normalement, simplement, banalement, que s'il nous expliquait qu'il est allé acheter du pain à la boulangerie, on a ce dialogue. Assieds-toi Henri. C'est bien agréable d'avoir un peu de temps pour parler, mais il me semble que tu as l'air bizarre. C'est peut-être l'effet des médicaments. Non, ce ne sont pas les médicaments, mais l'idée que j'ai en tête et que je voudrais vous communiquer. Mon Dieu, une idée ? Quel événement ? Tu n'as pas beaucoup d'idées habituellement, en dehors de chasser et de te faire assassiner. Je retiens mon souffle, j'ai le cœur qui bat, aussi fort que celui d'un adolescent. C'est une idée nouvelle, Patricia. Je me demande si vous accepteriez de m'épouser. Donc il se posait des questions sur ses sentiments sur Docteur Dominique, et 2 pages plus loin, il veut épouser Pat. Comment cette idée bizarre t'est-elle venue ? Jusqu'ici, tu me tenais des propos raisonnables et même un peu banals. Sauf lorsque nous étions tous les deux ensemble. Je crois, avec un niveau de certitude assez élevé, que c'est la pire scène de demande en mariage que j'ai vue de ma vie. Marlène Schiappa arrive à transmettre plus de frissons que Giscard, c'est dire. Vraiment une phrase que je pensais pas dire dans ma vie. Par SMS, Pat lui dit « Ok bébé, je t'aime, je t'épouse ». Oui, à cette époque, il y avait encore une limite de caractère sur les SMS. Il y a un petit hic, c'est qu'ils ne peuvent pas se marier. Patricia est encore mariée, elle est séparée de son mari, mais elle est encore mariée selon la définition légale de la chose. Ils vont donc faire une petite entorse et en fait faire une cérémonie de bénédiction des fiançailles pour pouvoir légitimer leur union pécheresse aux yeux du monde. Ils font la cérémonie à Poigny, plein de gens sont venus les voir. Ensuite, ils rentrent dans l'appartement, ce qui donne sur le parc Monceau. Super. Le fils de Patricia vient souvent lui demander de parler des événements internationaux, mais... Pas de patrouillage doit aller à Londres pendant 1 semaine et elle lui dit « Ne va
pas voir ton docteur, là. Il se dit, oh bah je vais aller loger à l'Élysée pendant que tu es parti parce que je suis trop triste, moi, le petit bébou canard. C'est vrai, c'est trop triste. Une tristesse envahissante dans cet appartement où je ne reconnais plus rien, où l'air est froid et sans odeur. Je m'enfonce dans mon lit comme dans un terrier, sans même lire avant de m'endormir. Sans transition, il y a un terrible accident dans une mine au nord de l'Angleterre. On apprend toujours sans transition que la reine Victoria était en voyage quelque part dans le monde, je crois en Inde, a décidé de rentrer en avion suite à cet accident. Mais son avion s'est écrasé! Giscard avait besoin d'un retournement de situation, donc hop, il zigouille la belle-mère. Mais attendez, ce n'est pas tout! Malgré l'interdiction par le protocole, on apprend que le prince de Galles était aussi dans cet avion. Le mari de Diana, de Patricia, l'héritier de la couronne. Non. Pour le coup, narrativement, ok. Ce retournement de situation est validé. Il y a la cérémonie funéraire à Londres pour donc la reine Victoria et l'ex-mari de Patricia. Mais Henry Baby, lui, n'y va pas parce que, bah oui, il vient quand même de faire la cérémonie des bénédictions des fiançailles avec Pat. C'est un petit peu... ça peut être mal perçu. D'un coup, tout change pour Patricia. Elle se retrouve donc au conseil de la régence. Son fils héritier n'a pas encore 18 ans, elle doit gérer beaucoup de choses et elle est obligée, bah oui, de rester à Londres et de gérer tout ça depuis la capitale. Vous vous souvenez de Patricia, hyper relou, qui ramène toutes les choses à elle alors que son babe vient de se faire tirer dessus. Vous vous souvenez? Eh ben, on découvre que finalement ils vont bien ensemble et Henri n'est pas du tout mieux. Je la sens complètement absorbée par toutes les questions qu'elle se pose. Pas un mot à mon sujet, pas une préoccupation de ce que je peux ressentir. Ah ça, non mais la minute où sa meuf est occupée et plus à sa disposition, ça ne lui plaît plus du tout à Henri Ri. Tu as dû suivre le débat à propos de la régence qui a exigé de moi une multitude d'interventions et de démarches. Vous auriez pu me consulter, lui dis-je. Mais tu n'es pas un lord britannique. Non, pensais-je. Mais je suis, ou j'ai été, votre amant. Il est trop gênant. Tu aurais pu me consulter au titre qu'on a couché ensemble. Henri, reprends-toi. Reprends-toi, mon gars. En lonely sad boy qu'il est, il décide de se rendre sur la tombe d'Aliénor d'Aquitaine pour bien faire savoir au monde entier qu'il est vraiment très très triste. On commence le chapitre avec Henri, homme sniff sniff ouin ouin. Il a rendez-vous à l'hôpital pour son dernier check-up. Et que fait-il? Que fait-il, Henri Ri? Je m'approche d'elle, les yeux dans les yeux, et je passe mes deux bras autour de ses épaules. Je cherche sa bouche et j'appuie mes lèvres sur les siennes. Elle n'essaye pas de se défendre. Sa bouche est encore un peu fermée, mais je sens ses lèvres s'écarter peu à peu. Rien ne va. Elle n'essaye même pas de se défendre. Vous n'êtes pas trop étonné quand vous êtes entré? Je vous ai dit que je vous attendais. Bien sûr, elle voulait que ce vieux président grabataire l'embrasse. Il perd pas de temps Henri Ri car il lui dit « Est-ce que je peux venir dîner chez vous ?» Elle lui écrit son adresse et le code d'entrée de sa porte sur un papier. « Mais Valérie, mais pardon !» Le voilà chez elle. Il compare Dominique à la Vénus de Milo parce que, ok, on trompe, mais nous, on le fait avec grâce, avec le goût du culturé, du dominant. Ce n'est pas juste qu'on trompe, c'est... On est pris par une vision artistique qui est trop forte, irrépressible. Le gars est seul, une demi-seconde, parce que sa meuf est occupée et hop, il la trompe. En le raccompagnant, Dominique lui dit qu'elle espérait cette soirée passionnément. Et elle se met à pleurer. Elle est mariée, donc elle a trompé son mari elle aussi, son mari est aussi militaire. Elle part au Congo rejoindre son mari. Plus jamais, elle et le président ne pourront se rejoindre. J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais j'ai manqué de volonté. J'avais peur de gâcher cette soirée que j'espérais passionnément. C'est une véritable tragédie grecque. Henri Ri et Pat Pat ne se sont pas parlé pendant 3 semaines. Lui était en déplacement et elle, toujours à la Régence. Enfin, ils s'appellent et ils se disent qu'ils aimeraient se revoir. On pourrait en discuter, me répond-elle, mais il s'est produit beaucoup d'événements contraires et je ne suis pas certaine que tu m'aies été fidèle. Et je vois même pas comment
Dans ce scénario, Pat pourrait le savoir. Et si elle pense qu'il le trompe à la première occasion, ce qu'il a fait au passage, quitte-le en fait. Il dit rien, il est boring, il est relou, il te trompe. Leur idée pour se revoir, c'est de faire un pacte franco-britannique qu'ils appellent le pacte de Rambouillet. Ensuite, ils se regardent la nouille et ils pensent à ce que les historiens vont bien écrire sur son mandat. Il se dit oui. Entre Princesse Pat-Pat et moi, c'est une histoire d'amour. Plus jamais on ne parlera ni n'entendra parler de sa tromperie. Il n'a littéralement aucune conséquence de ses actions. Il se marie, le fils de Pat devient roi. Henri décide de passer du septennat au quinquennat pour pouvoir se retirer plus vite de la vie publique et vivre avec Pat-Pat. Ils vont s'installer en Toscane. Voilà. Maintenant, on est quelques années plus tard. Anne rend visite au président dans sa villa de Toscane où il habite encore avec Pat-Pat. Ils ne se sont pas séparés. Et il demande à Anne de bosser pour lui car il écrit une biographie de Michel-Ange. Voilà, c'est un petit peu barbant, je ne rentrerai pas dans les détails. À la fin de la visite, il prend Anne dans ses bras et lorsque ses lèvres sont passées de ma joue droite à ma joue gauche, j'aurais juré qu'elles se sont attardées un instant à effleurer les miennes. Je ne serai jamais guérie de mon fantasme. En fait, Valéry Giscard d'Estaing se croyait irrésistible et c'est vraiment gênant. Tous les personnages féminins qu'il rencontre sont dingues de lui. Ensuite, Anne demande à Patricia l'autorisation d'écrire leur histoire d'amour et voilà, c'est fini. L'adresse du livre est une mystérieuse promesse tenue. Non, Valérie, celle-ci, t'étais pas obligée de la tenir, cette promesse. On peut écrire des fanfictions. J'en ai moi-même quelques-unes à mon actif, que j'espère emporter avec moi jusque dans ma tombe. Et ce n'est pas parce que j'en ai particulièrement honte, mais parce que je ne souhaite infliger à personne la lecture de ces fanfictions qui m'ont diverti au moment de leur écriture et c'était tout ce que j'en demandais. Donc, l'éternelle question du pourquoi publier de tels livres nous fait aller voir du côté de qui a publié ce truc. Ce livre est encore disponible à la vente aux éditions XO, lancées par Bernard Fixot. Et c'est pas juste un copain de Valéry Giscard d'Estaing. Non, c'est son beau-fils. Eh oui, Bernard, il a épousé Valérie Anne Giscard d'Estaing, qui est, elle, éditrice de livres de photographie. C'est d'ailleurs Bernard qui a lancé Musso. Il croit en une littérature pas compliquée et accessible. Il a lancé vraiment plein de best-sellers. Et quand on regarde le catalogue, on se rend compte que les best-sellers lui permettent de publier en fait les livres de ses potes, Les Vieux Croulants et la fanfiction dérangée de son beau-père. On dirait que Valéry Giscard d'Estaing n'a jamais lu de roman de sa vie. Enfin, même s'il cite bien sûr Stendhal et Flaubert, il aurait peut-être dû sérieusement s'en inspirer et travailler sa narration. Parce que lui, il écrit comme un compte-rendu sec et sans saveur. Oui, ce roman, en fait, c'est un peu comme du pain rassis. Si vraiment t'as faim, tu peux tenter de faire abstraction. Mais vraiment, c'est ton dernier recours et t'y prends aucun autre plaisir. Enfin, c'est pas vraiment un plaisir, mais tu le fais vraiment que pour te sustenter, que pour plus avoir faim. Dans les articles qui existent sur ce livre, je suis tombée sur des passages comme quoi le livre serait vraiment érotique, avec notamment une scène de sexe assez graphique. Le sexe de Jacques-Henri trouva naturellement son chemin entre les cuisses de la princesse, sans que celle-ci ne s'en émeuve considérablement, ou disons que l'émotion de celle-ci ne fut que celle du plaisir. Dans les yeux de Patricia, la surprise fut en effet vite remplacée par le désir, et Jacques-Henri sentit se refermer autour de son dur des lèvres fermes et avides. Il considéra cela comme un assentiment. Il était de toute façon un peu tard pour faire machine arrière. « Ah, prends-moi, vilaine bête, prends-moi fort !» jappait la princesse de sa voix flûtée, tandis que le président donnait de violents coups de rein en rugissant comme un lion. L'étreinte fut brève et violente. Je n'avais pas trouvé l'entièreté de ce passage qui, semblerait-il, a été confirmé par Bernard Fixot, l'éditeur de ce livre. C'est bien évidemment une scène d'agression sexuelle qui passe pour une scène de passion folle. Voilà ce que ça dit sur Valéry Giscard d'Estaing. Je ne m'attendais pas à ça au début quand j'ai fait la conclusion. Le fait de savoir que cette scène a avant tout été retirée
par une sorte de respect envers la princesse Diana et pas parce que c'est une scène d'agression sexuelle, me laisse très pantoise. Son livre se fait mousser avec la mémoire de Lady Diana et laisse planer le doute sur une potentielle histoire entre eux. Ça m'énerve. Déjà, ils avaient 35 ans de différence, il publie son livre quand elle est décédée depuis 2 décennies. Enfin, franchement, est-ce qu'on peut laisser cette dame reposer en paix? Arrêtez d'écrire sur elle, s'il vous plaît, d'autant plus des fanfictions. Au revoir.